Non pas pour parler du secteur, mais pour décrypter les actualités marquantes de l'heure. Goodman Khoumane, une icône du rap sénégalais que l'on ne présente plus. Merci Khoumane d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Nous recevons également une star du reggae, Maxime Dread, qui a quand même disparu de la circulation. Il va nous expliquer plus tard pourquoi. Merci Maxime d'être venu. Merci à vous aussi pour l'invitation. Alors Khoumane, j'allais dire un profane, mais je sais que vous ne l'êtes pas. Les actualités du pays ne vous échappent guère. On vous a toujours vu dans le journal rapper par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Justement, en parlant de rapports, la Cour des comptes a sorti 3 rapports avec beaucoup de retard d'ailleurs. Quelle lecture en faites-vous au-delà du retard, les rapports qui finissent toujours dans les tiroirs? Bonjour à tous d'abord et encore une fois merci de l'invitation. C'est vrai que récemment l'actualité a été tellement chargée qu'il y a peut-être des éléments qui m'ont peut-être échappé, mais effectivement les rapports de la Cour des comptes, j'étais au courant que les rapports étaient sortis, même si je n'ai pas vraiment pris connaissance en profondeur de ce qui était dedans. Mais si je me rappelle bien, je pense que le président Macky Sall avait demandé à ce qu'on redonne le pouvoir qui était dû justement aux cours de contrôle. Et donner le pouvoir aux cours de contrôle, ça signifie simplement que pour une gestion vertueuse et sobre, il va falloir effectivement que les rapports respectent, il faut que ces rapports-là, les résultats de ces rapports-là puissent être suivis de sanctions. Et si on fait des rapports et qu'il y a des manquements, on a vu le cas notamment du maire de Dakar, de M. Khalifa Sall, quand il y a eu preuve de manquement par rapport à sa gestion de la caisse d'avance, je pense que la justice s'est mise en branle directement, automatiquement. Donc, au bout de quelques temps, on a vu que effectivement, le maire de Dakar a été poursuivi, il a fait de la prison, il a payé en fait. Ensuite, il a été gracié ou libéré, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas qu'il y ait une justice à 2 vitesses. Donc, je me souviens aussi qu'avant que le président Macky Sall ne soit président Macky Sall, quand il était président de l'Assemblée nationale, je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a été chassé, ou en tout cas qu'il a quitté le pouvoir, qu'il a quitté le parti du président Wade, c'était justement le fait qu'il ait osé, en son époque, en son temps, qu'il ait osé demander à ce qu'on audite ou qu'on entende M. Karim Wade sur les histoires de l'OCI. Oui, de l'OCI. Donc, c'est quelqu'un, quand il était dans l'opposition, en tout cas, je pense qu'il avait eu toujours cette vision que les choses doivent être claires pour le bien-être des Sénégalais. Et quand il y a eu justement cette histoire avec Khalifa Sall, tout le monde s'est plaint, oui, pourquoi est-ce que le maire de Dakar a été mis en prison? La raison qui a été avancée, c'est que la justice est là pour tout le monde. Donc, pour en revenir au rapport de la Cour des comptes, je pense que il y a des chiffres qui sont assez marquants. C'est ce qui s'est passé, la gestion du coude, du CICES, le fait que Nafi Ngom Keïta soit traité de tous les noms, tout ça, j'ai vu ça dans la presse aussi. Pourquoi ? Parce que les rapports n'arrangent pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, donc automatiquement ils sont dénigrés. Je pense que c'est très malhonnête de la part de ceux qui agissent comme ça. Ouais, alors, maintenant, on attend du président qu'il agisse en conséquence et qu'il ne fasse pas de favoritisme. Ouais, en tout cas, il l'a promis. Dread Maxime, le président Macky Sall avait promis, comme l'a si bien dit tout de suite Khoumane, une gestion sobre et vertueuse. Les corps de contrôle de l'État ne cessent de faire leur travail, mais à l'arrivée, aucune sanction. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ça c'est une remarque générale. On a remarqué qu'on nous a toujours parlé des rapports des corps de contrôle. Et souvent il n'y a pas de finalité par rapport à ça. Nous sommes un pays, on peut être fier d'avoir
une pléthore d'agences de contrôle, d'agences de contrôle de la gestion. Il y en a plein. Il y en a au moins 5 ou 6. Les plus connus, c'est l'OFNAC, la Cour des comptes, CREI, l'IGE, voilà, c'est les trois, l'ARMP. Et on a aussi, on est au courant qu'il y a plein de dossiers qui ne sont pas sortis. Ils ont fait faire le boulot. Mais j'ai peur que toutes ces institutions soient utilisées souvent de manière politique. Oui. De manière politique, c'est l'impression qu'on a. Dans l'actualité courante, récente, on a vu qu'il y a 3 rapports qui sont sortis. D'abord, je me pose la question pourquoi maintenant. Et je connais pas le contenu des dossiers. Mais j'ai entendu dire que le président a décidé de faire voir ça par une autre commission. Pour moi, ça sert pas à grand chose parce que tous les corps de contrôle, notamment l'OFNAC, ont la possibilité de s'autosaisir et de saisir le procureur directement. Pour moi, il n'y a pas raison d'aller chercher encore autre chose ailleurs. Ce qu'il faut faire quand les rapports sortent, il faut les divulguer, les présenter à la société, aux citoyens et saisir la justice et que le travail de la justice la justice fasse son travail en toute indépendance. Parce que pour une gestion claire et vertueuse, voilà, ça ressemble un peu plus à un slogan qu'à autre chose. Parce que nous, on est là au Sénégal, on est des artistes, on suit l'actualité, on est au courant et on sait ce qui se passe dans le pays, quoi. Et donc, le souhait, c'est que ces rapports soient utilisés, ne soient pas utilisés à des fins politiques et politiciennes. Absolument. En tout cas, au tout début de la deuxième alternance, Roumane, le président avait promis la reddition des comptes, raison pour laquelle d'ailleurs il avait réactivé la CREI. 25 personnalités du régime sortant, le régime d'Abdoulaye Wade avait été épinglées, mais à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Il n'y a eu que 2 ou 3 personnes qui ont été jugées et les autres, toujours rien du tout. Je sais que le cas de Amadou Ba, Samuel Sarr, Racine Sy, Baïlawan, je crois, Awa Ndiaye, Cheikh Omar Anne, ce sont des exemples qui sont parlants parce que toutes ces personnalités se sont accoquinées avec le pouvoir et qui fait que c'est comme si on refaisait, on repartait, on mettait les compteurs à zéro. Je pense que ce pays-là est tellement politisé que il n'y a pas de changement de régime, à vrai dire. Il y a juste des changements de personnes. Mais ce qui se passait avant, la preuve, quand on voit qu'il y a des politiciens de profession qui sont ministres, qui sont directeurs d'agences, qui sont au pouvoir, en tout cas qui sont proches du pouvoir depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans, on se dit qu'effectivement, il y a des gens qui sont impunis. Oui. Quand le prochain aura un autre président de la République, ces mêmes personnes vont être encore dans le pouvoir. Parce que simplement, c'est comme ça que fonctionne la politique. Donc, si on politise tout, ce qui va se passer, c'est ce qui est en train exactement de se passer. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui ne seront jamais inquiétées. Il y a des personnalités qui vont toujours être à la place qu'ils ont. Ils vont occuper ces postes-là. Quand il y aura la campagne électorale, ces personnalités-là iront faire campagne pour le président de la République pour que, justement, le président, encore une fois, quand il est élu, on leur redonne plus de pouvoir. On n'a jamais vu de personnalité de l'État, à un certain niveau en tout cas, être inquiété, être poursuivi. À part, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas de Khalifa Sall. Mais on n'a jamais eu de ministre de la République. On a vu le cas de Mambay Niang. Oui. Après, effectivement, peut-être que... L'affaire du Prodac. Du Prodac, exactement. Oui. Peut-être que celui qui a son successeur l'a blanchi. Mais il y a l'histoire des 94 milliards, par exemple, que Sonko avait soulevé. Oui. Il y a plein de choses qui, après... Chaque fois que ça arrive, on ne s'étonne même plus que ça n'aboutisse pas à des poursuites judiciaires. Oui. Donc je pense que tout cela, c'est dû d'abord et avant tout au fait qu'il y a beaucoup de politisation dans les mains de la justice ne sont pas libres. Les mains de la justice sont instrumentalisées par la politique. Oui.
Vous l'avez dit, en tout cas, c'est parce qu'il y a impunité que les détourneurs présumés de deniers publics font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas impunis. Est-ce que c'est ce que vous pensez Dred Maxime? En effet, comme l'a si bien dit Human, il y a trop de politique dans la gestion des affaires de la cité et pas assez de volonté politique, et pas de volonté politique du tout. C'est la remarque que j'ai. Et aujourd'hui, ce qui est désolant, c'est que on parle de politiciens. Même le mot est mal pris. Il n'existe pas de politicien. On dit homme politique. Voilà, il y a des hommes politiques. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu professionnel. Les gens font de la politique pour gagner de l'argent, comme un boulot. La politique, c'est pas un boulot. Avoir une politique, c'est avoir des idées, avoir des stratégies pour amener au développement d'un pays. Et aujourd'hui, les actes posés par le président, dès le début, ne vont pas dans le sens d'enlever la politique dans la gestion de faire moins de politique, parce que pour moi le premier acte qu'il pouvait poser et qui pouvait me rassurer, c'est de démissionner de ne plus être chef de son parti. Oui. Tant qu'il est chef de son parti, ce sera une histoire de parti. Et ce que l'on voit aujourd'hui montre qu'il n'y a pas assez de volonté politique dans ce sens pour changer le cours de ce qui se passe dans ce pays. Il y a les scandales s'enchaînent. On est au courant de beaucoup de scandales qui se passent et il n'y a pas de suite donnée à ça. Comme il le dit, comme l'a dit Human, on n'a pas encore vu de ministre, et je pense que pour une gestion vertueuse et sobre, chaque fois qu'un dossier, quelqu'un a été épinglé dans un dossier, la première chose à faire, c'est de démissionner de tout ce qu'il a. Ça, c'est de tout ce qu'il gère. Et là, pour qu'une instruction puisse sauf que les Sénégalais n'ont pas cette culture de la démission. Mais même le cas de Petro-Tim, justement, avec l'histoire avec l'enquête de la BBC qui a sali le frère du président, Aliou Sall, maire de Guédiawaye. Je pense que, voilà, ça c'est juste un exemple. Ça fait partie des exemples, en tout cas, de peut-être, je sais pas, des scandales, des gros scandales qui peuvent déséquilibrer la bonne marche de la nation. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais vu des gens prendre leur responsabilité de dire, écoutez, moi, pour que la justice soit libre et qu'elle ait les mains libres, moi, je vais démissionner pour justement laisser la justice marcher. Et puis, je pense, à mon humble avis, c'est un point de vue, peut-être que je me trompe, je pense aussi que ceux qui sont notre baromètre, ou en tout cas qui sont supposés jouer le rôle de juges, ou en tout cas ceux qui doivent tempérer les humeurs de la nation, à savoir les hommes, les guides religieux, je pense qu'ils ne jouent pas assez leur rôle. Les hommes religieux ne vont intervenir que quand la population veut se révolter. Mais ces hommes religieux, ces personnages, ces guides religieux n'interviennent pas quand il y a des scandales et que ces scandales-là touchent des personnages ou des personnalités de l'État. Et je pense que le rôle d'un personnage religieux, s'il est guide religieux et qu'il a du monde derrière lui et qu'il a une autorité, il a une voix autorisée, je pense que leur rôle moral, c'est justement d'intervenir quand il y a des scandales dans le pays. Absolument. Mais la plupart de nos hommes religieux, malheureusement, n'interviennent que quand il y a des menaces de marche, des menaces de protestation de la part de la population. Et quand la population menace de marcher, c'est parce que c'est son dernier recours. Quand la population menace de dire, OK, on va marcher dans la rue parce que l'électricité est trop chère, qu'ils fassent la marche de Nyolank, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre recours. On a vu ce qui s'est passé à Andar, à Gendar, avec les pêcheurs. Il a fallu que les pêcheurs descendent dans la rue, qu'ils brûlent l'agence de la Sénélec, qu'ils brûlent des véhicules, etc., pour que le médiateur de la République puisse intervenir pour calmer le jeu, pour qu'on leur donne gain de cause. Donc ça, c'est un très mauvais signal. Ça veut dire que si vous voulez vous faire entendre, il faut brûler tout. Et donc, les hommes religieux doivent prendre leurs responsabilités. L'électricité,
coûte cher. Oui. Il faut qu'eux, ils parlent avec l'État. Oui, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, parce que pendant ce temps, pendant que on est en train de jouer, certains sont en train de jouer avec nos deniers publics, tout est pratiquement en ébullition dans ce pays, de la santé à l'éducation, les prix des denrées de première nécessité qui flambent, l'électricité aussi. Et dans tout ça, c'est le Sénégalais c'est le contribuable, ou c'est le Sénégalais ou le gorgolou qui trinque. Vous savez, moi, je pense que c'est normal que à un certain moment, les prix de certaines denrées flambent. Pourquoi ? Parce que le niveau de vie qu'on avait peut-être en 2000 est différent de celui qu'on a en 2020. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que beaucoup de choses vont devoir monter. Les prix de certaines denrées vont devoir monter. Les lois, ou en tout cas les formules, ou en tout cas la manière dont l'État accompagne ces augmentations, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, un exemple très simple. Vous avez au Sénégal, par exemple, on dit qu'on a découvert le gaz, le pétrole, etc. On dit que, par exemple, le prix de l'électricité dépend directement de l'augmentation du prix du pétrole, du baril de pétrole. OK. Le seul problème, c'est que quand le baril du pétrole est au plus bas, on ne ressent pas cela. Oui. En tout cas, pas au quotidien, dans le panier de la ménagère. Dans le panier de la ménagère. Oui. Et quand le prix du baril monte, même ne serait-ce que $1, tout le monde ressent cette augmentation directement le lendemain, n'est-ce pas? Le prix des locations, quand le président Macky Sall a décidé d'aider justement les Sénégalais en faisant ces baisses-là, il l'a fait dans un bon esprit, mais dans une mauvaise manière, dans la mesure où tout ce qui accompagne la construction des bâtiments, des maisons, n'avait pas subi cette diminution des prix. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de... on a vu comment ça s'est passé. Les propriétaires de maisons ont contourné la loi en faisant sortir les locataires et en ayant de nouveaux locataires, et ils ont augmenté les prix. Et ça n'a pas bougé. Oui. C'est devenu même plus cher qu'avant, il paraît. Absolument. Donc, ce qui se passe, c'est que les choses montent, les prix montent. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous allez en Guinée, que vous allez en France, ou que vous alliez, au bout de 10, 15, 20 ans, c'est obligé que les prix montent. Maintenant, comment est-ce que l'État accompagne? Comment est-ce que l'État subventionne? Est-ce que l'État a les moyens de subventionner? Quand nous, on paye, par exemple, nos impôts, est-ce que nos impôts sont répartis de manière équitable à ce que cela se répercute directement dans notre vie de tous les jours? En tout cas, maintenant, oui. Il faut effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand on voit que le pays est en ébullition, comme c'est le cas actuellement, il faut situer les responsabilités. Moi, je ne suis pas je ne suis pas nihiliste. Je ne veux pas dire tout n'est pas bon, tout est noir, que tout est de la faute de l'État. Il faut situer les responsabilités. Il faut également aussi que les personnes qui ont le pouvoir de faire diminuer, ou en tout cas d'agir sur les choses, sur les décisions de l'État, que ces personnes-là agissent directement. Et comme je disais tout à l'heure, je rappelle encore une fois que nos guides religieux jouent parfois ce rôle-là. Je ne veux pas que c'est... De régulateurs sociaux. Absolument. Vous l'avez dit, vous avez parlé de subventions, vous avez lâché le mot. Dreg Maxime, est-ce qu'aujourd'hui, même si l'État ne peut plus subventionner et que la vérité des prix est en train de s'appliquer, est-ce que la faute ne revient pas à l'État qui quand même a fait des dépenses dans les dépenses de prestige? On nous a parlé de TER, on nous a parlé de train express régional, de beaucoup de choses dont les Sénégalais n'ont pas encore besoin. Est-ce qu'il ne fallait pas penser à soulager davantage les dépenses, le pouvoir d'achat des Sénégalais? Oui, je pense qu'actuellement, on vit dans un monde où les inégalités se creusent. Les plus riches deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ce que j'ai au Sénégal, nous sommes dans un pays considéré comme un des pays les plus pauvres. Et dans ce cas, dans les politiques de développement, il y a des priorités pour moi. La priorité pour moi, c'est la santé et l'autosuffisance alimentaire. Oui. Ça, c'est les priorités. L'éducation aussi. L'éducation, voilà. L'éducation, la santé et l'autosuffisance alimentaire. Et apparemment, c'est pas les priorités de nos gouvernements, de nos gouvernants en ce moment. Parce que, comme tu l'as si bien dit, il y a des investissements dont on n'a pas besoin pour l'instant. Par exemple, pour le TER, un train électrique dans un pays où
il y a des zones qui ne sont pas encore électrifiées. Absolument. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Déjà, il faudrait que le pays soit électrifié à 100%, déjà, et qu'on ait encore de l'électricité en plus pour faire ça. Donc, il y a les infrastructures qu'il faut aussi. Yes, les infrastructures qu'il faut. Tout ça, on l'a pas. Il y a une chose, je suis d'accord pour une chose, c'est que pour qu'un pays se développe, il faut aussi que les gens puissent bouger, aller d'un point, pour l'économie, d'un point à l'autre facilement. Et donc, c'est important d'investir aussi pour que la communication, le transport puisse être bien géré, quoi. Mais je pense qu'on perd beaucoup d'argent à investir dans des choses qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un véritable problème de partage aussi des richesses. De partage des richesses. Quand on a un budget limité, il faut vraiment essayer parce que on voit un grand écart entre les comment dirais-je, dans la vie des gens, le niveau de vie, dans le niveau de vie des gens au Sénégal, on voit des gens extrêmement pauvres et en même temps on voit des gens extrêmement riches et qui sont qui s'assoient sur leur richesse, et que je pense qu'on a besoin d'un peu plus de solidarité aussi dans ce pays pour que ça puisse avancer. J'ai remarqué que le Sénégal fait partie des pays les plus chers dans la zone. Et c'est peut-être du fait qu'on n'a pas encore réussi à développer toutes les richesses, les ressources qu'on a. Aujourd'hui, c'est clair que d'une part, ça peut être normal le fait que les prix augmentent. Mais espérons que avec tout ce qu'on a découvert comme richesse ici au Sénégal, et que quand on commencera à en bénéficier, j'espère que la vie devra être moins chère, parce que si les prix augmentent et que les salaires des gens n'augmentent pas, c'est la misère qui continue. C'est la misère totale. Alors, en tout cas, le Sénégal, Roman, reste toujours à la 45e place dans l'indice de corruption de Transparency International. Ça veut dire que le Sénégal demeure un pays corrompu et de corrupteurs. Je vais aussi vous rafraîchir la mémoire parce que vous n'avez pas tout suivi sur l'actualité, mais il est dit que quand un président est élu, il doit tout de suite faire sa déclaration de patrimoine, et jusque-là, le président ne l'a pas encore fait. Il y a aussi d'autres directeurs de société, il y a également d'autres ministres qui refusent de déclarer leur patrimoine. Je pense que le président avait fait sa déclaration de patrimoine, non? Il a été élu une première fois et une deuxième fois, il devrait le faire aussi. Okay. Dès qu'on est élu, on doit le faire. Et à la fin de son mandat, réélu. On doit refaire à la fin de son mandat. S'il est élu. D'accord, ok. Oui. À la sortie, c'est pas obligatoire. Moi, je me souviens que j'avais entendu, je crois que Khalifa Sall avait fait sa déclaration de patrimoine quand il était élu maire. J'avais suivi une discussion justement avec certaines personnalités de l'État qui disaient que nit dafa wara am sutura. Donc, dans la perception des gens, on ne doit pas montrer son avoir, on ne doit pas montrer ce qu'on a, même si on est élu. Donc, au Sénégal, on a tendance à considérer, encore une fois, que les fonctions qu'on occupe sont des fonctions royales. Par exemple, quand on dit président en Wolof, c'est quoi? C'est bourg. Donc, quand on dit ministre en Wolof, c'est quoi? C'est Ndaoubour. Ndaoubour, ça veut dire l'envoyé du roi. Donc, je pense que dans nos têtes, il faut déconstruire cette manière de penser. Il faut qu'on se dise que celui qui est élu a une fonction, c'est une fonction publique, c'est une fonction, il est là pour travailler pour la population et non le contraire. Donc c'est important justement de commencer à comprendre les choses comme ça. Dès qu'on commence à parler de déclaration de patrimoine, dès qu'on commence à parler de gestion sobre et vertueuse, on a vu par exemple, on va revenir encore une fois, vous allez peut-être dire que je fais une fixation sur le cas de Khalifa Sall, mais j'ai bien suivi ce dossier. Est-ce que vous êtes khalifiste ou pas?
Non, moi je suis l'actualité. J'essaie en tout cas de faire des recoupements. Oui. Et quand je me rappelle par exemple que de la manière dont il a géré sa caisse d'avance, je me rappelle en fait de toutes les incohérences qu'il y avait dedans. Moi je reconnais que franchement il y a des choses que je n'ai pas compris. Mais dans l'explication, c'est des choses qui sont des pratiques qui sont là depuis très longtemps. C'est pas parce qu'ils sont là depuis très longtemps qu'ils sont normales, on est d'accord. Oui. Mais ces pratiques-là veulent dire que aujourd'hui, quand vous êtes élu à un poste de responsabilité, vous n'êtes pas seulement ministre de tel ou tel dans tel ou tel domaine. Vous n'êtes pas simplement député. Vous n'êtes pas simplement directeur d'une agence. Vous êtes dans le quartier, vous devenez un notable dans votre quartier. Dès qu'une personne a des problèmes, dès qu'une personne a des soucis, vous allez voir, chaque fois que vous passez devant la maison d'un ministre, vous allez voir qu'il y a des gens qui attendent, qui viennent présenter leurs problèmes. Il en est de même pour les maires, pour les députés, pour en tout cas même dans les plus petits villages. Chaque fois, le maire représente un notable. Et il représente aussi, l'autorité de l'État. Il représente aussi, celui qui règle les problèmes. Donc, ces déclarations de patrimoine dont on parle, je pense que c'est dans la Constitution, mais comme beaucoup de choses qui sont dans notre Constitution, comme beaucoup de choses qui sont recommandées, c'est juste des chimères en fait. On le fait quand ça nous arrange. On fait des déclarations quand ça nous arrange. On fait des déclarations de patrimoine quand on veut, quand on est dans l'opposition, quand on est nouvellement élu, etc. Quand on a envie d'avoir les bonnes grâces de la population. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais entendu parler de déclaration de patrimoine, c'était avec Madame Gueye. C'était lors des élections, je crois, de 2000, où il demandait à tous les candidats de faire leur déclaration de patrimoine. Mais il n'y a aucun candidat qui l'avait fait. Donc ça veut dire que même dans la classe politique, ça ne fait pas l'unanimité, cette pratique-là. Absolument. Malheureusement. Oui. Alors, et vous, Dred Maxime, est-ce que quelqu'un quand même à qui on confie nos deniers doit quand même dire ce qu'il a? Mais pour un souci de transparence, un pays se gère dans la transparence. Pour un souci de transparence, il est obligatoire qu'ils fassent leur déclaration de patrimoine, qu'on sache ce qu'ils ont. Et quand ils finiront de gérer ce qu'ils ont à gérer, ce qu'ils auront après. Et je pense que si on n'a rien à se reprocher, on ne doit pas refuser de faire une déclaration de patrimoine. Si c'est des biens bien acquis, des biens bien acquis, normalement, il n'y a pas de problème. Mais, sincèrement, il y a des gens qui déclarent des biens, ils parlent de milliards et on peut se demander comment ils ont fait pour acquérir autant d'argent. Et donc, la plupart du temps, c'est des biens mal acquis. Et donc, dans ce cas, les gens ne veulent pas dire ce qu'ils ont. Mais pour moi, c'est une obligation et pour un souci de transparence, pour que les gouvernés puissent avoir confiance aux hommes, il faut être transparent dans la gestion des affaires de l'État. Nous, on nous a fait des promesses, beaucoup de promesses, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en recul. Et pour moi, on vit dans une... je pense que il y a une manière archaïque de faire la politique. Ça, chez nous, oui, on est dans la politique politicienne. Il faut la réformer. Il faut réformer. La démocratie elle-même, il faut la réformer. La manière de faire la politique doit être réformée. Aujourd'hui, on devait dépasser ce niveau-là. On ne devait pas être là à parler des choses comme ça, mais c'est facile à gérer. Soyons clairs. C'est pas si difficile que ça. Alors, aujourd'hui, si les citoyens, les mouvements citoyens prennent eux-mêmes le combat, est-ce que c'est quelque part une faillite de nos hommes politiques? Non, les mouvements citoyens jouent leur rôle. Ils sont là pour jouer le rôle de contre-pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal. Après, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir step up, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il faut savoir passer de l'étape A, de la contestation, à l'étape B, à la concrétisation, ou en tout cas à la manifestation, ou à la réalisation de nos plaintes. Je veux dire par là que dans certains pays, on a vu le cas par exemple en Espagne, où c'est un mouvement citoyen, un mouvement spontané, qui finalement a porté au pouvoir à la mairie de Barcelone
quelqu'un qui n'était pas du tout de la classe politique. Oui. Effectivement, on arrive à un stade au Sénégal où on commence à douter de plus en plus. Le résultat des inscriptions sur les listes électorales le montre. On commence à douter de plus en plus de la capacité de pouvoir, ou en tout cas de la véracité des propos de nos politiciens. De plus en plus, on commence à se rendre compte que c'est juste les hommes qui changent, c'est les habits qui changent, mais ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Aucune rupture. Il n'y a pas de rupture. Il reste encore je pense que les dernières marches de Nyolank montrent qu'effectivement, il y a une tranche de la population qui n'est pas politisée, qui va descendre dans la rue. Tant que ces marches sont des marches pacifiques et populaires, il y aura de l'impact. Mais quand ces marches vont commencer à être dirigées par des politiciens, parce que je vois qu'il y a même Nyolank authentique, je trouve que c'est ridicule. C'est ce qui s'est passé le 23 juin. La plupart de ceux qui étaient devant l'Assemblée nationale le 23 juin n'avaient pas de parti politique. C'était une marche spontanée, c'est-à-dire que la population est descendue, allée devant les grilles de l'Assemblée nationale pour ne pas que la loi passe, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est que le 23 juin, après, a été récupéré en mouvement M23. Et dans le M23, il y a eu une scission, il y a eu le M23 authentique, et puis il y a le M23, le M23 quelconque. Ensuite, il y a actuellement, par exemple, une nouvelle tendance. Y'en a marre a fait ses preuves, Y'en a marre a ouvert des portes, le Forum civil bien avant a ouvert des portes, Y'en a marre a porté le combat à un autre niveau. Ensuite, il y a les Guy Marius Sagna, il y a tous ces fronts de citoyens qui décident d'aller réclamer leurs droits. Donc, c'est tout à fait normal et légitime que ces gens-là que la population commence à voir qu'elle a assez de pouvoir pour faire changer les choses. Mais moi, mon problème, il n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est que avant les élections de 2000, lors du référendum, par exemple, il y a eu des manifestations pour ne pas qu'on vote oui, pour ne pas changer la Constitution. Ces manifestations-là, c'est des manifestations citoyennes. Mais malheureusement, aux élections, quand il s'est agi d'aller au référendum, malgré tout, il y a eu la mobilisation citoyenne ne s'était pas fait sentir. Avant les élections de 2019, il y a eu également une manifestation citoyenne, etc. Mais ça a été noyé, encore une fois, par le blabla des politiciens. Donc, ce qui m'effraie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont manifester, on va avoir des gens qui voudront que les choses changent. Mais quand il va s'agir d'aller aux élections, on ne va pas avoir cette quantité de personnes mobilisées pour aller faire changer les choses. Et donc, encore une fois, le devant de la scène va être occupé par les politiciens. Parce que c'est les politiciens qui vont encore une fois, ils ont des gens derrière eux. Je parlais à un ami qui est à Koloban. La dernière fois, on parlait de la marche justement de Nyolank, tout ça. Et il m'a rappelé un truc très simple. Il m'a dit, vous savez, quand le président Wade avait interdit aux marchands ambulants quand il y avait une loi qui interdisait que les marchands ambulants continuent à marcher, à exercer dans la rue, il m'a dit en fait que la première manifestation a eu lieu à Sandaga. Au moment où les policiers sont allés contenir la marche, ça s'est propagé à Tilène. Après Tilène, c'est parti à Koloban. Après Koloban, Grand Yoff. Après Grand Yoff, rond-point Casba. Et tout Dakar s'est enflammé et le président Wade a reculé. Il m'a dit en fait que cette manifestation n'avait pas de leader. C'est par la suite... C'était spontané. Parce que les populations, quand elles sont dos au mur, elles repliquent. Absolument. Et jusqu'à présent, je pense que les Sénégalais ne sont pas encore dos au mur. C'est vrai que maintenant, ça fait mal. Mais je pense que jusqu'à présent, il y a encore une marche. C'est la raison pour laquelle ces marches, dont les Nyolank et tout, n'ont peut-être pas l'aspect populaire qu'il devrait avoir. Parce que le Sénégalais ne le ressent pas dans son quotidien. Mais ils sont en train d'observer. Il y a également l'affaire Guy Marius Sagna, mise en prison Dred Maxime pour s'être agrippé aux grilles du palais présidentiel. Quelle est votre lecture? Juste rappeler que cette marche quand même a été interdite par le préfet de Dakar. Je pense que là, on est dans un point où la contestation est forte. La contestation est forte. Et la répression est là aussi. Tu vois.
Des fois, il y a des gens qui disent que les manifestations pacifiques n'arrivent pas à faire en sorte n'arrivent pas à faire réagir les autorités. Oui. Et donc, moi, l'acte posé par Guy Marius Sagna, c'est comme un acte de désespoir. Il y en a qui vont devant le palais et qui s'immolent devant le palais. Tellement les conditions sont rudes. Et pour moi, Guy Marius Sagna, son acte, c'est une manière d'alerter. Oui. C'est une manière de se faire voir aussi, de se faire connaître. Il voulait juste être entendu, peut-être. Voilà, il veut être entendu. Il veut que le peuple soit entendu. Guy Marius, c'est un militant. Il fait ce qu'il fait parce qu'il aime sa patrie. Il aime sa patrie. Et aujourd'hui, je pense que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il reste en prison parce que les faits ne sont pas si graves que ça, comme on le dit. Je pense qu'il y a quelque chose derrière qui fait que voilà, il faut retenir il faut le retenir, il faut le bloquer, mais je pense qu'au moment où on est aujourd'hui, on a le droit de dire ce qu'on pense, oui. De partager librement, c'est ça la démocratie. Oui. Hein? Si les gouvernants n'ont rien à se reprocher, alors il n'y a rien à dire à Guy Marius Sagna, et je fais partie de ceux qui réclament sa libération et qu'il s'en sorte en bonne santé. Oui. Et Roumane, quelle est votre lecture sur cette affaire Guy Marius Sagna? Je pense que les exemples des arrestations précédentes nous prouvent que cet État qu'on a en face de nous, c'est un État qui ne recule pas. C'est-à-dire, on ne va jamais entendre Macky Sall parler ouvertement de l'histoire de Guy Marius Sagna. Si vous voyez, chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, il n'intervient jamais. Parce qu'il, soi-disant, il laisse le procureur Bassirou Gueye intervenir. Le procureur Bassirou Gueye, il y a des cas, comme l'avait dit peut-être Maxime tout à l'heure, il y a des cas sur lesquels il doit s'auto-saisir. Il y a des cas où il est obligé de s'auto-saisir parce que c'est des cas de notoriété ou c'est des cas qui menacent la bonne marche de la République. Le cas de Guy Marius Sagna, quand on regarde bien, moi j'ai suivi un peu dans la presse, mais il y a un vice de procédure. Oui. Normalement, il ne devait pas être arrêté. C'est-à-dire qu'il ne devait pas, en tout cas, c'était pas. Ce qui s'est passé, c'est que c'était pas, en tout cas, aux gendarmes de l'emmener dans le palais. Il devait être conduit au commissariat et pas au palais. Mais au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est que l'État veut en faire un exemple. On veut mater la résistance, on veut mater l'opposition. Il est sorti de prison, il y a quoi? Il n'y a même pas, entre quand il a été arrêté et quand il est reparti, c'est quelques mois de différence. Donc je veux dire que lui, il joue, comme je vous avais parlé tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, comme Y'en a marre a amené la bataille à un certain niveau, il faut qu'il y ait des Guy Marius Sagna pour que le combat puisse prendre une autre forme. Parce qu'on ne peut pas combattre ce régime avec les mêmes armes qu'on a combattu le régime de Wade, par exemple. C'est pas possible. Oui. On est obligé d'utiliser d'autres régimes, d'autres forces, d'autres manières de combattre. Et malheureusement, l'une des manières de combattre ce régime, c'est parfois par la violence. Même si je condamne la violence, mais je pense qu'à un certain moment, il va falloir que Guy Marius Sagna soit en quelque sorte une icône de la lutte pour la libération du pays et que ce combat-là soit mené par tous les Sénégalais. Oui. C'est pas la première fois, il y a eu un Sénégalais qui s'était immolé devant le palais de la République pour manifester. Je pense que c'était les anciens policiers retraités chez nous. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, si Guy Marius Sagna vient s'immoler, vient s'enchaîner, ou en tout cas vient s'agripper aux grilles du palais, c'est un message qu'il est en train de lancer. C'est un message. Et ce message-là, pour l'instant, le peuple sénégalais ne l'a pas encore compris. Et il faut que le peuple sénégalais se dise, on veut que le message de Guy Marius Sagna soit entendu. Si les manifestations, les mobilisations continuent chaque vendredi, avec Nyolank, si ça continue à ce point, je pense qu'à un certain point, si la manifestation s'intensifie, à un point ou à un autre, il va avoir forcément des résultats. Mais pour l'instant, Guy Marius Sagna, c'est juste l'agneau du sacrifice. L'État veut en faire un exemple, on va le mettre en prison, on va le mater. Mais même quand il a écrit la lettre que j'ai lue, qui était très poignante,
Il ne parle même pas de son cas, lui. Il parle des conditions de vie des prisonniers. Il parle aussi même des pénitenciers, des gardes pénitentiaires, qui sont aussi considérés comme des prisonniers. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de donner une nouvelle image à la lutte pour la libération au Sénégal. Et ça, je crois que c'est un combat qui a salué. En tout cas, moi, où tout le monde a toujours considéré les Rastafari comme de grands révolutionnaires, mais on ne vous voit jamais dans la marche des Nyolank, Nyobagne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas adhéré à ce combat-là? D'abord, je ne suis pas souvent au courant des manifestations. De deux, c'est vrai, nous sommes les Rastaman, les Reggaeman, c'est la révolution déjà en personne. Quoi. Nous sommes des rebelles et des révolutionnaires. Mais ma manière d'agir, moi, je préfère le faire en chanson. En chanson. Le message que je fais passer, je le fais en chanson. Et donc le combat parce que le combat se mène sur différents fronts. Il y en a qui sont sur la rue, il y en a qui sont ailleurs, mais nous on essaie dans notre message, dans notre texte, d'aider à faire évoluer les consciences, d'aider à faire comprendre l'importance des libertés et des valeurs humaines. Et nous, notre combat, c'est dans ce sens que moi, je préfère exprimer ma manière de voir les choses et de poser ma pierre pour la construction en tant que porteur de justice. Voilà. Oui, Roman, vous vous êtes approprié le combat de Guy Marius Sagna, mais je ne sais pas si vous êtes dans la marche, dans les marches que l'on organise. Pas tout le temps, je ne suis pas tout le temps dans toutes les marches. Je vais vous expliquer. Moi, je suis déjà, quand il y a eu au début du mouvement Y en a marre, je fais partie peut-être des premiers à adhérer à la cause. Ensuite, il y a eu effectivement la lutte, et puis voilà, on peut dire qu'on a eu, à un certain niveau, on est arrivé au stade où, voilà, le Y en a marre est devenu un slogan qui a été dupliqué dans beaucoup de pays. Et c'est devenu une lutte, c'est devenu un concept qui a été repris dans d'autres pays et qui a fait ses preuves. Quand vous voyez par exemple dans un pays comme le Burkina Faso, c'est devenu le ballet citoyen et le ballet citoyen a chassé Blaise Compaoré du pouvoir parce que le ballet citoyen, ils sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à brûler l'Assemblée nationale. Quand vous allez dans un pays comme la Guinée, il y a le ballet citoyen guinéen qui est un démembrement plus ou moins qui est un démembrement du ballet citoyen burkinabé et qui vient très souvent au Sénégal ici pour rencontrer les militants ici. Donc je pense que on a commencé une lutte. Cette lutte-là, c'était de passer de l'axe de juste des paroles aux actes. Cette lutte-là, elle se transforme, elle évolue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas continuer à combattre avec les mêmes armes un régime qui était avec nous, côte à côte. On était devant les grilles de l'Assemblée nationale avec Macky Sall, avec des gens qui sont actuellement dans le pouvoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté de la barrière, n'est-ce pas? Donc eux, on continue. Comment est-ce que je peux dire ça? J'ai pas envie non plus qu'on joue le rôle des éternels opposants. Ça n'a pas de sens. Il faut que nous, on puisse faire des actions, continuer à changer la mentalité des gens, la manière de réfléchir des gens, à travailler d'une manière différente. Vous avez vu que récemment, les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle forme de lutte. On a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour faire passer le message, pour manifester, pour conscientiser les gens. Au-delà de ça, il y a effectivement une conscientisation sur les jeunes qui sont des nouveaux votants, qui sont des nouveaux militants, une conscientisation sur les jeunes sur lesquels on est en train de travailler. Aller tout le temps aux manifestations, faire la même chose. Certes, l'image qu'on veut montrer quand on va aux manifestations, c'est une bonne image parce que justement on veut donner l'exemple aux autres, mais il y a une autre manière de lutter. Et il faut justement que cette nouvelle manière de lutter-là soit beaucoup plus efficace que juste aller devant le palais ou en tout cas faire des marches. On donne des flyers aux gens, mais réfléchissez à une petite chose. Les gens savent que Nyolank est en train de marcher pour que l'État revoie à la baisse les prix de l'électricité. Mais ceux à qui on remet les flyers, mais ils ont de l'électricité chez eux aussi.
Ceux à qui on remet les flyers, Oui. ils sont concernés par cette lutte aussi. Absolument. Pourquoi est-ce qu'ils ne rejoignent pas la lutte? Pourquoi ils restent chez eux? Ils restent dans leur magasin. En tout cas, on les trouve sur place. On passe, on leur donne des flyers pour leur dire on lutte pour vous. Je sais pas, il y a un truc qui ne marche pas. Absolument. Parce que si vous luttez pour moi, vous n'avez pas besoin de me donner un flyer pour me dire que je lutte pour vous. Non. C'est une marche pour nous tous. Si on me met en prison, on me met en prison à cause de vous. Donc je marche pour vous. Pourquoi est-ce que je devrais vous donner un flyer pour vous dire, en fait, yo la xeexal quoi. Toi, tu es assis dans ton magasin, tu as le flyer. Ah oui, c'est bien, bon courage, merci. Non. Pour moi, il n'y a pas de sens. Pour moi, il n'y a pas de sens. Il faut que ce Sénégalais à qui je remets, je n'ai pas besoin de remettre le flyer au Sénégalais parce qu'il sait que je me bats pour lui. Oui. Donc, cette lutte qu'on est en train de faire, ce qui est intéressant, c'est que il faut que la chose aille au-delà juste de donner des flyers. Il faut que la lutte aille au-delà juste de Dakar. Il faut que ça atteigne le paysan qui est à Fonguelemi, que ça atteigne le pêcheur qui est à Guet-Ndar. Il faut que ça atteigne tout le monde. Il faut que tout le monde sente que cette lutte-là, c'est leur lutte d'abord. Et je ne sais pas si juste donner des flyers comme ça, je ne sais pas si c'est juste ça qui va faire changer les choses. Donc, pour l'instant, à mon avis, la lutte de Nyolank n'est pas encore, pour moi, ce n'est pas la bonne formule. C'est une formule, c'est un début. Mais il faut que ça évolue pour que ça puisse toucher les Sénégalais à 100%. Il faut essayer de convaincre tout le monde d'abord. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'ils disent que ils sont en train de se battre pour une cause X, Y, Z. Il faut que ces gens-là comprennent que la lutte, eux, ils doivent la porter. Il faut que chaque Sénégalais comprenne que cette lutte, c'est sa lutte à lui d'abord. Tant que le Sénégalais ne l'a pas compris, ça ne va pas servir à grand-chose qu'on voit 2000 personnes, 3000, 10 000 personnes, 20 000 personnes qui vont descendre dans la rue, alors que ces 20 000 personnes-là vont combattre pour 14 millions de Sénégalais. Il n'y a pas de sens. Alors, Dred Maxime, vos fans m'ont chargé de vous dire qu'ils avaient lancé un avis de recherche. Pétition, parce que vous avez disparu pendant près de 10 ans. Où est-ce que vous étiez? J'ai disparu de la scène musicale sénégalaise pendant un bon moment déjà. Je me suis établi, à un moment donné, en Europe pour diverses raisons. Pour des raisons professionnelles et pour des raisons privées. Et là, je peux pas rentrer dans les détails des raisons, mais je peux dire, je suis revenu. Avec quoi? Ça fait en 2020, ça fait déjà 20 ans que je fais de la musique. Et donc j'aimerais bien fêter l'anniversaire de mes 20 ans de musique. Ce sera quand? Ce sera étalé au courant de cette année 2020, tout au long de l'année 2020. Il y aura une tournée déjà, une tournée européenne et sénégalaise plus tard. D'abord européenne. Il y aura la sortie d'un nouvel album. Et tout ça va être clôturé par un très très grand concert au mois de décembre ici à Dakar et à Thiès. Et donc on est dessus, je travaille dessus, je suis de Dred Max et de retour sur la scène. Et je pense que ça, pour moi, 2020, c'est un autre début, un autre départ. Et vous m'avez dit tantôt que vous préférez contester à travers vos chansons. Je vais vous revenir dans un instant sur quelques secondes, vous permettre de contester un peu, nous dire ce que vous pensez de la situation du pays. Le temps de donner le mot de la fin à Xuman pour nous dire comment se porte le mouvement hip-hop au vu de tout ce que nous entendons ces derniers temps, les rappeurs qui s'insultent. Est-ce que c'est ça le hip-hop? Je ne suis pas du tout fier de notre jeunesse actuellement, surtout la jeunesse du hip-hop. Je ne suis pas du tout fier d'eux. Je ne suis pas fier d'eux parce que je pense qu'ils ont, à un certain moment, ils se sont donné trop de liberté sur certaines choses. Ils se sont donné trop de liberté dans la manière dont ils s'expriment. Ils se sont donné trop de liberté. Au détriment, peut-être, je ne dirais pas que tous les rappeurs doivent être des révolutionnaires, non. Je ne dis pas que tous les rappeurs doivent forcément
parler des problèmes du pays. Ça, c'est une conception qui est erronée maintenant. On n'est pas obligé, chacun ne peut pas parler de politique, chacun ne peut pas parler des problèmes sociaux. Mais chacun a une certaine responsabilité. Quand le pays est en crise et qu'on n'a pas de texte qui en parle, on n'a pas le droit de distraire les gens sur ces vrais problèmes. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Il ne faut pas distraire les gens parce qu'il y a des problèmes qui sont très sérieux. Et cette distraction-là, ça fait le jeu de l'État, ça fait le jeu de ceux qui nous oppressent. Si aujourd'hui, quand on prend, je fais un petit récapitulatif, en Jamaïque par exemple, les Peter Tosh, les Bob Marley, le reggae a été tué en Jamaïque parce que c'était trop subversif. Ça a été tué au détriment de ce qu'on appelle le dancehall. Donc l'État subventionnait des salles de concert, des salles de soirée, des artistes pour qu'ils fassent de la musique pour divertir la population. Et justement, actuellement au Sénégal, malheureusement, nos jeunes, des artistes, même les pièces de théâtre, certains comédiens, tout ça, distraient la population. Ils les détournent du vrai problème. Et je pense que nos amis, nos jeunes frères rappeurs, à un certain moment, ils doivent être conscients de cela. C'est-à-dire il faut qu'il y ait pourquoi on appelle mouvement hip-hop. Si vous remarquez, le mot mouvement hip-hop n'existe plus dans le langage quotidien. Donc ça veut dire que les rappeurs, à un certain moment, ont commencé à travailler individuellement, à penser individuellement. Donc je pense qu'il est important qu'on... Il est important aussi que que les pionniers continuent à encadrer mais on n'a plus le pouvoir de les maintenir parce qu'ils ont déjà du succès. Et quelqu'un qui a du succès... Le succès rend fou. Le succès rend fou. Alors, le dernier mot, votre acapella par rapport à ce qui se passe dans ce pays, le message fort que vous voulez lancer. Waaw sunu gaal je dirais quoi ñoo ngi jógal gaa ngi dem ba ñun xam nañu fa ñu jëm fa ñu jóge fa ñu jëm fan moo ci gën ñoo ngi jógal gaa ngi dem ba ñun xam nañu fa ñu jëm fa ñu jóge fa ñu jëm fan moo ci gën fan moo ci gën jamono ngi dem di dem jamono ba xam na fa mu jëm delul fa nga jóge jamono boo xamul fa nga jëm sunu gaal a ngi dem topp seen gaal di dem ñu bàyyi sunu yoon topp seen yoon di dem yoon wi ñu jël ndax xamoo yoon wi gën Sénégal fan la ñu jëm C'est un message très fort. Dread Maxime, merci beaucoup.